Avez-vous déjà ressenti quelque chose profondément, mais sans pouvoir trouver les mots pour le décrire? Cette frustration ou le sentiment d'être perdu dans vos propres émotions est bien plus qu'un moment passager de confusion. C'est le signe de quelque chose de plus profond, un manque dans notre vocabulaire émotionnel. La littératie émotionnelle ou la capacité à identifier, comprendre et articuler nos sentiments ne se limite pas à gérer les émotions, il s'agit de découvrir le langage qui leur donne forme. Les mots ne font pas que décrire ce que nous ressentons, ils nous aident à savoir ce que nous ressentons. Sans les bons mots, les émotions restent piégées en nous, vagues et non traitées. Elles se fondent dans la frustration, l'isolement, voire l'impuissance. Mais lorsque nous les nommons, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous gagnons en clarté dans nos pensées, des liens plus profonds avec les autres et un plus grand sentiment de contrôle sur notre monde intérieur. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'être compris, par les autres et par nous-mêmes. Pour vraiment comprendre la littératie émotionnelle, nous devons d'abord la reconnaître comme la compétence fondamentale qui nous permet de naviguer dans notre monde intérieur avec clarté et précision. Elle va au-delà du simple fait de savoir que nous nous sentons mal, il s'agit de pouvoir distinguer si ce sentiment désagréable est de la déception, du regret, de la honte ou du chagrin. Cette compétence constitue la base de l'intelligence émotionnelle, servant de vocabulaire nécessaire avant de pouvoir développer des compétences émotionnelles plus complexes comme l'empathie ou la résolution de conflits. Les conséquences d'une faible littératie émotionnelle sont profondes et étendues. Lorsque nous ne pouvons pas identifier avec précision ce que nous ressentons, nous expérimentons une forme de brouillard intérieur, une confusion qui se manifeste dans nos relations, notre prise de décision et notre santé mentale. Les malentendus deviennent fréquents parce que nous avons du mal à exprimer ce qui se passe vraiment en nous. La dysrégulation émotionnelle survient plus facilement lorsque les sentiments restent vagues et indéfinis. Les relations souffrent sous le poids d'émotions inexprimées, et nous nous retrouvons souvent à réagir aux situations plutôt qu'à y répondre de manière réfléchie. Il ne s'agit pas seulement de difficultés personnelles ou les lieux de travail, les familles et des communautés entières paient le prix lorsque la littératie émotionnelle fait défaut. Notre difficulté avec le langage émotionnel commence souvent dans l'enfance. La plupart des enfants n'apprennent que des termes émotionnels de base, content, triste, en colère, effrayé ou créant un vocabulaire émotionnel appauvri qui persiste à l'âge adulte. Ce lexique limité nous trahit lorsque nous rencontrons des émotions adultes complexes comme la désillusion, la trahison ou l'angoisse existentielle. Le problème est aggravé par des récits culturels qui nous disent que certaines émotions sont inacceptables ou les hommes ne devraient pas se sentir vulnérables, les femmes ne devraient pas exprimer de colère, les professionnels ne devraient pas montrer de doute. Ces règles non écrites créent des angles morts émotionnels ou des catégories entières de sentiments passent inaperçus. La dimension linguistique de ce défi révèle des complexités encore plus profondes. Différentes cultures ont développé des mots pour des émotions que d'autres langues ne possèdent pas du tout. L'allemand Sehnsucht décrit un désir profond pour des vies et des possibilités alternatives. Le japonais Mono no Aware capture la prise de conscience douce amère de l'impermanence de la vie. Ces émotions intraduisibles suggèrent que notre expérience émotionnelle pourrait être bien plus riche que ce que notre vocabulaire nous permet d'exprimer. Lorsque nous manquons de mots pour nos sentiments, nous ne luttons pas seulement avec le langage, nous passons à côté de dimensions entières de notre paysage émotionnel. Des recherches en neurosciences ont démontré que le simple fait de nommer les émotions crée des changements mesurables dans l'activité cérébrale. Lorsque nous étiquetons une émotion avec précision, nous nous engageons dans ce que les psychologues appellent l'étiquetage affectif, ce qui réduit l'activité dans l'amygdale, notre système de détection des menaces, tout en augmentant l'activité dans le cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de la régulation. Cela explique pourquoi tenir un journal ou parler à un ami peut sembler si thérapeutique, le simple fait de mettre des sentiments en mots change la façon dont notre cerveau les traite. Le concept de granularité émotionnelle va encore plus loin. Les personnes ayant une granularité émotionnelle élevée ne se sentent pas simplement mal, elles peuvent faire la distinction entre se sentir démoralisé, épuisé, aliéné ou inadéquat. Cette précision est importante parce que différents états émotionnels nécessitent des réponses différentes. Ce qui aide avec le chagrin ne résoudra pas nécessairement la frustration. Des études montrent que les personnes ayant une granularité émotionnelle plus élevée connaissent de meilleurs résultats en matière de santé mentale, prennent des décisions plus nuancées et naviguent dans les situations sociales plus efficacement. Ils ne ressentent pas nécessairement moins, ils comprennent mieux. Notre vocabulaire émotionnel a besoin d'être élargi dans plusieurs domaines clés. D'abord, les émotions complexes qui mélangent plusieurs sentiments comme doux amer, joie teintée de tristesse, ou ambivalence, sentiments conflictuels simultanés. Ensuite, il y a les émotions sociales qui émergent dans les relations ou le mépris, un mélange toxique de colère et de dégoût, ou le chagrin non reconnu,
le deuil de pertes qui ne sont pas socialement reconnues. Les sensations physiques portent souvent une signification émotionnelle que nous manquons. Cette oppression dans votre poitrine pourrait être de l'anxiété, mais aussi de la colère non exprimée. Le creux dans l'estomac pourrait signaler de l'appréhension, de la culpabilité, ou même de l'excitation. Développer une conscience interoceptive ou la capacité de remarquer et d'interpréter les signaux corporels est une partie cruciale de la littératie émotionnelle que beaucoup d'entre nous négligeons. Développer sa littératie émotionnelle est une pratique active et continue. Les roues des émotions et les listes fournissent des points de départ, mais la vraie maîtrise vient de l'application quotidienne. Des exercices de journalisation qui nous poussent à creuser plus profondément. Qu'y a-t-il sous cette frustration? Aide à découvrir des émotions plus précises. Les métaphores et les images peuvent servir de pont lorsque les étiquettes directes échouent. Cette anxiété ressemble à essayer de tenir trop de billes dans mes mains. Nous pouvons puiser dans la littérature, la poésie et d'autres langues pour trouver des concepts émotionnels qui résonnent. Des vérifications régulières tout au long de la journée construisent l'habitude de la conscience émotionnelle. En ce moment, je me sens, pas seulement stressé, mais submergé par trop de demandes concurrentes. Avec le temps, cette pratique remodèle notre relation avec nos émotions, nous faisant passer d'une expérience passive à une compréhension active. Les avantages pratiques de la littératie émotionnelle touchent tous les aspects de la vie. Dans les relations, elle transforme les conflits en problèmes à comprendre plutôt qu'en batailles à gagner. Les partenaires qui peuvent articuler « je ne suis pas en colère », je me sens insécure dans notre relation créent des opportunités de résolution réelles plutôt que d'escalader les disputes. Dans les contextes professionnels, la littératie émotionnelle permet un meilleur leadership, travail d'équipe et négociation. Un manager qui peut reconnaître la frustration de son équipe par opposition au désengagement peut résoudre les problèmes plus efficacement. Dans l'éducation des enfants, enseigner le vocabulaire émotionnel leur donne des outils pour naviguer dans les défis tout au long de leur vie. Peut-être plus important encore, la littératie émotionnelle sert d'antidote à l'épidémie de répression émotionnelle et de problèmes de santé mentale. Lorsque nous pouvons nommer nos expériences avec précision, nous sommes moins susceptibles d'être submergés par elles. Cette compétence n'élimine pas les défis de la vie, mais elle nous donne les outils pour les affronter avec conscience et résilience. Dans un monde qui encourage souvent la suppression émotionnelle ou les manifestations performatives, la véritable littératie émotionnelle représente un acte radical de conscience de soi et de connexion authentique. Imaginez la littératie émotionnelle comme allumer une lumière dans une pièce que vous avez traversée dans l'obscurité. Les meubles étaient toujours là, la douleur dans votre poitrine, le nœud dans votre estomac, l'énergie agitée, mais maintenant vous pouvez voir à quoi vous avez affaire. Plus vous avez de mots pour vos sentiments, plus vous avez de pouvoir sur eux. Pas un contrôle, pas une suppression, mais le genre de pouvoir qui vient d'une véritable compréhension. Il ne s'agit pas seulement de développement personnel. Il s'agit de retrouver tout le spectre de votre humanité. Chaque émotion que vous ayez jamais ressentie ou les désordonnées, contradictoires, accablantes, elles méritent toutes d'être reconnues. Parce que voici la vérité, vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne pouvez pas nommer. Mais une fois que vous lui donnez un mot, vous lui donnez un chemin vers la sortie. Un chemin pour être entendu, pour être compris, et finalement, pour être libre. Alors commencez petit. Trouvez un mot aujourd'hui pour quelque chose que vous portez sans nom. C'est là que le vrai travail et la vraie transformation commencent.